pastille de philosophie et d'histoire culturelle que j'ai intitulée « Faut-il chercher la femme idéale ou l'homme idéal ?» Alors cette notion d'idéal, elle a évidemment plusieurs aspects. On peut penser au physique, bien sûr, on peut penser aussi au domaine moral, et on peut penser à l'aspect social des choses. Une personne peut être idéale pour nous par son allure, par ses valeurs, par son style, par son élégance, par son comportement, mais aussi par ses croyances, par son type de caractère, par le style de vie qu'elle mène, par son milieu social, par les sentiments dont elle témoigne. Moi, je vais me concentrer sur l'idéal physique. Je vais revenir à un mythe très célèbre qui est le mythe de Pygmalion. Je vais plus précisément m'appuyer sur le récit de ce mythe qu'on trouve chez un poète latin très célèbre qui est Ovide, dans un ouvrage non moins célèbre qui s'intitule Les Métamorphoses. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés de voir le texte, ça se situe dans le livre 10 des Métamorphoses, au vers 243-297. Avant de me plonger dans le texte et d'en tirer des leçons, je voulais rendre hommage à un ouvrage et à une chercheuse qui s'appelle Hélène Vial, V-I-A-L, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Métamorphose dans les Métamorphoses d'Ovide. Donc le thème de la métamorphose dans l'ouvrage Les Métamorphoses d'Ovide, c'est un ouvrage qui est apparu en 2010. Alors quand on se plonge dans le texte d'Ovide, qui est un texte qui raconte un nombre très très grand de métamorphoses qui se suivent les unes les autres, on constate que l'histoire de Pygmalion est racontée par un autre artiste que Pygmalion, puisqu'on va voir que Pygmalion est un artiste. Cet artiste, c'est le grand poète mythique Orphée. Donc c'est lui qui raconte, parmi d'autres histoires, l'histoire de Pygmalion. Quelle est l'histoire de Pygmalion ? En résumé, le début de cette histoire est très simple, c'est que Pygmalion est déçu d'un point de vue moral par les femmes qui peuplent l'île qu'il habite et dont il est le roi, qui est l'île de Chypre. Et cette déception morale va le conduire à une extrémité tout à fait paradoxale, qui est qu'il va se rabattre sur un corps idéal, certes, mais en même temps sans vie. Un corps inerte, une statue en fait, qu'il va façonner lui-même. Donc il passe du domaine moral et de la déception morale qu'il ressent à un domaine purement physique dont il aimerait évidemment qu'il se transforme en domaine moral. Il aimerait que sa statue devienne un corps de chair et d'os. Alors Pygmalion, c'est le roi donc de l'île de Chypre. Il est révolté, il est outré par le comportement des femmes qui peuplent l'île de Chypre et qu'on appelle les propétides. Que sont ces femmes ? Elles sont présentées comme des prostituées ou des sorcières, voire les deux, et elles se livrent à des sacrifices humains, elles dévorent leurs hôtes, et la déesse Aphrodite d'ailleurs décide de les punir, car elle refuse de célébrer son culte, et elle finira donc cette déesse Aphrodite par les métamorphoser en statues de pierre. On comprend que Pygmalion, face à ce type de femme, décide de vivre célibataire, d'ailleurs il n'a pas vraiment le choix, étant donné ses attentes, et c'est un véritable artiste que ce roi, puisqu'il est doué d'un grand talent de sculpteur, et il va donc façonner une statue d'ivoire d'une très belle jeune femme, une statue si réussie, si vivante en apparence que finira par s'y tromper et par la confondre avec un véritable corps, et il va tomber amoureux de ce corps et de la supposée personne que ce corps est censé incarner. Il va la traiter comme une véritable personne, comme une véritable amoureuse. Je cite juste un extrait d'Ovide. « Cependant, avec un art admirable, il sculpta de l'ivoire pur, lui donnant une beauté avec laquelle nulle femme ne peut naître, et il tomba amoureux de son œuvre. Elle a l'apparence d'une vraie jeune fille. On pourrait la croire vivante, et si la réserve ne la retenait, prête à se mouvoir. Tant l'art se dissimule à force d'art. » Cette expression est éminemment importante. Alors l'expression latine, ça fait un peu pédant de le dire, mais je la prononce parce qu'elle est restée célèbre. Ars latet, arte sua. On la comprend presque quand on la lit. Ars, c'est l'art. La tête, ça donnait latin en français, qui se cache. Arte sua, par son habileté. L'art, quand il atteint la perfection, disparaît. Il donne l'apparence du naturel. Le sommet de l'art, la perfection de l'art, c'est de dépeindre son objet ou de le sculpter avec un tel naturel que cet objet n'apparaît pas comme étant le produit de l'art, mais plutôt comme étant un objet naturel. Ars latet, arte sua. Évidemment, Pygmalion, il se prend à rêver, il donne des baisers à cette statue, il pense d'ailleurs qu'elle les lui rend, il y a une dimension d'hallucination, il lui parle, il l'étreint, il croit d'ailleurs sentir les doigts de cette statue qu'il appelle Galatée, G-A-L-A-T-E, accent aigu, E. Il croit sentir les doigts de Galatée presser ses propres membres et il lui offre des présents, il lui offre des bagues, il lui offre des vêtements, il lui offre des colliers et il essaie de s'occuper d'elle comme on s'occuperait d'une jeune épouse dont on voudrait qu'elle se trouve bien. Il la met dans sa couche, il l'incline, la met sur un coussin comme si elle pouvait sentir justement la douceur du coussin. Et Pygmalion, donc, qui est ce fervent amoureux et en même temps
terriblement déçu d'aimer un objet inerte, se tourne vers Vénus. L'île de Chypre, dont il est le roi, est une île qui est dédiée à Vénus, ou dont Vénus est la patronne, on pourrait dire la matrone, puisque parmi les différents lieux mythiques où Vénus est censée être apparue, il y a l'île de Chypre. On peut encore visiter d'ailleurs une partie de l'île de Chypre où, sur une plage, Vénus est censée être sortie des eaux. Et le jour de la fête de Vénus, qui est très populaire dans toute l'île de Chypre, il formule évidemment sa demande à la déesse, et il n'ose pas vraiment dire la vérité. Il dit la chose suivante: Dieu, si vous pouvez tout donner, je souhaite avoir pour épouse. Il n'ose pas dire la Vierge d'ivoire que j'ai sculptée. Il dit une jeune fille qui ressemble à ma statue d'ivoire. Vénus n'est pas dupe, elle comprend le sens de ses vœux, elle décide de l'exaucer. Et voilà ce que nous dit le texte d'Ovide, qui est très beau. Une fois rentré chez lui, il se rendit près de la statue de son amie, et couché près d'elle, la couvrit de baisers. Elle lui parut tiède. Il approche à nouveau ses lèvres et de ses mains lui tâte la poitrine. L'ivoire s'amollit quand il l'a touché, il perd de sa rigidité, se creuse et cède sous les doigts, comme la cire de l'hymette qui fond au soleil, et qui sous le pouce qui la façonne prend moult formes, et devient d'autant plus propre à l'usage dans la mesure où l'on s'en sert. L'amant reste interdit, hésite à se réjouir, craint de se tromper, retire puis reprend à nouveau en main l'objet de ses vœux. C'était un corps vivant. Le latin nous dit corpus erat. Elle était devenue un corps. Donc Vénus assiste, on va dire, à cette naissance, à cet éveil de cette jeune femme qui, d'un corps d'ivoire, devient un corps de chair. Et l'union se fait immédiatement entre celui qui étreint cette jeune femme et cette jeune femme qui s'éveille à son étreinte. Et 9 mois après donc, cette union, naît une fille auquel il donne le nom de Paphos. Et Paphos, c'est le nom d'une ville qui se trouve à Chypre. Alors on voit ici tout l'érotisme de la scène. Bien sûr, c'est Vénus qui rend possible cette métamorphose, mais ce sont les baisers, les gestes de Pygmalion qui font que la statue s'éveille peu à peu à la vie. C'est le toucher de Pygmalion qui fait que ses vœux de la voir s'éveiller s'exaucent. Et donc la vérité du nouveau corps se révèle par le plaisir masculin de toucher, le plaisir féminin, la sensation d'être touché. Il y a donc chez Pygmalion cet absolu de la féminité qui est recherché, et c'est évidemment une métaphore de la création littéraire. Tout artiste, homme ou femme, souhaite créer une œuvre qui soit tellement belle et tellement vivante qu'elle paraisse presque autonome par rapport à elle ou par rapport à lui. C'est un peu ce que dit le texte au sujet de la statue de Galatée. Je relis une partie du texte d'Ovide. Son apparence est celle d'une jeune fille que l'on croirait vivante et prête à bouger si la pudeur ne la retenait. Donc c'est comme si la statue était sur le point elle-même de s'animer et comme si elle se retenait d'agir. La maîtrise finalement de l'écriture poétique par Ovide, c'est la réalisation de ce qu'il dit à propos de Pygmalion. Ars latet arte sua, son art est si vivant, la poésie d'Ovide est si merveilleuse, si vivante, qu'elle nous donne à voir sous les yeux une scène de vie dont on n'arrive même pas à voir le caractère artificiel du récit. Alors voilà, je ne sais pas si vous cherchez un idéal masculin ou féminin, homme ou femme, quel est cet idéal, mais dans le cas de Pygmalion, finalement, c'était presque une malédiction qu'il se soit tourné vers l'idéal et une bénédiction, puisque les dieux ont exaucé son souhait. Merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.